Est-ce que la commune est réellement sous observation de la préfecture pour mauvaise gestion? Et est-on en position financière grave? Êtes-vous confiant? Est-ce récupérable? C'est aussi la question qu'on peut me poser de temps en temps. Alors, ce n'est pas un clin d'œil, mais je reviens sur une évidence. Moi, je crois qu'en politique, surtout locale, il faut rappeler des évidences. Et je le fais régulièrement dans mes conseils municipaux. Le moment si particulier de la campagne électorale, c'est le moment où, sans faire des promesses, on a des projets, on a des objectifs, et on veut les réaliser. On fait aussi un état des lieux. On évalue une situation. C'est ce que nous avons fait, parce qu'on a travaillé beaucoup, y compris avant d'être élus. Et malheureusement, ce que nous disions pendant la campagne, il n'était pas nécessaire de noircir le trait. Tout était vrai, de la première virgule jusqu'au dernier point. Alors je reprends les slides, effectivement, qui ont été, pour partie, le contenu de nos réunions publiques de campagne électorale. Voilà Célion Source d'argent et son budget en 2011. Des recettes de 1 900 000 euros pour des dépenses d'un peu plus de 2 millions d'euros, pour un déficit de 5%. En 2012, des recettes d'un peu moins de 2 millions d'euros, 1 989 000, pour des dépenses, d'un peu plus de 2 100 000 euros, pour un déficit de 6%. Je répète ce que je disais, le budget communal est clairement dans le rouge, hors recettes exceptionnelles. Et le déficit qui oscille entre 5 et 6% est récurrent. Alors quel risque? Que se passe-t-il avec cette récurrence de 5-6% de déficit? Et que se passe-t-il si on atteint la barre fatidique des 10%? Pour la récurrence, la préfecture observe et adresse donc un plan de redressement à la municipalité, à la commune. À 10%, dans ce cas extrême, la préfecture saisit la Chambre régionale des comptes, qui à son tour, la Chambre régionale des comptes, suspend les pouvoirs du conseil municipal, la municipalité perd son autonomie financière, c'est la mise sous tutelle. Alors on en est où aujourd'hui? Le maire d'aujourd'hui et son secrétaire de mairie, son agent comptable, sont convoqués chaque année. C'est le slide de campagne, ça. La vérité aujourd'hui, c'est plusieurs fois par an, pour rendre des comptes sur le plan de redressement. C'est ce que nous avons fait déjà au tout début du mandat. Effectivement, une version du système décrypté. Ça, c'est le poste des recettes. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour améliorer la situation? Au poste des recettes, les impôts, vos impôts, est-ce qu'il aurait pu vous demander plus? Ça, il s'en est pas privé. Comme vous pouvez le constater, et pardonnez-moi pour cette expression triviale, les impôts sont au taquet. On ne peut pas vous demander plus, on ne peut pas nous demander plus. Je vous exonère du commentaire, parce qu'effectivement, des taux qui explosent, ça parle de soi-même. Les dotations. Alors là, effectivement, il y avait un poste qui était déjà améliorable. Mais là aussi, il faut être précautionneux du denier public. Il faut être respectueux d'un territoire et des gens qui y vivent. Il faut plaider des dossiers, après les avoir montés, recenser les chemins cadastraux, pour exemple, et améliorer les dotations. Les chemins cadastrés, pardonnez-moi, les chemins communaux, qui étaient mal recensés là aussi. Les subventions, c'est encore plus explicite. Le poste est considérablement améliorable. Et je vais vous donner un exemple concret. Là aussi, du travail, un travail intéressant, c'est certain, mais il faut en avoir envie. Monter les dossiers, les plaider, porter la bonne parole, se bouger, sortir y compris les frontières de sa commune pour aller chercher
le subventionnement. Cette somme-là, cette marge améliorable, je vais la concrétiser encore plus, la rendre encore plus claire à notre compréhension, à la compréhension de tous. Ces dernières années, le taux de subventionnement moyen des projets communaux était tombé sous la barre des 30%, il était à la hauteur de 26%, le taux de subventionnement des projets communaux. Donc effectivement, pour l'UIE, ce n'était pas leur problème d'aller travailler et de recueillir, sur le fondement d'une bonne plaidoirie, d'une belle explication qu'on adresse aux organismes concernés, ce n'était pas leur souci d'aller recueillir des fonds publics. C'était beaucoup plus facile de actionner le levier de l'imposition locale. Alors, mais comment a-t-on échappé à la mise sous tutelle? L'argumentaire, il manquerait un gros morceau si on ne disait pas comment y a-t-on échappé, parce qu'on y a échappé à la mise sous tutelle. Mais de quelle manière et à quel prix? Vous vous rappelez de ce slide? Pas de travail, pas d'argent, pas de problème, je vends des terrains communaux. Je continue de dire et d'assumer les fameux bijoux de famille. Notre patrimoine communal, mais c'est trop facile. Mais il n'est pas besoin d'être grand clerc de notaire ou avoir fait l'École nationale d'administration pour envisager cette hypothèse. On a des terres communales, on les vend. En 2011, pour 1 134 000 euros. Il a vendu pour 1 134 000 euros de terres communales. Non bijoux de famille. En 2012, pour un peu moins de 700 000 euros de bijoux de famille, j'ajoute à ça, je le disais déjà à l'époque, un foyer qui choisirait, pour X raisons, dans la nécessité de se séparer des bijoux de famille, de l'héritage. Mais pourquoi pas? Mais dans le cas d'une commune, c'est complètement autre chose. Vous vendez, vous faites passer de manière illusoire dans le budget, une année, on ne sait pas où ça passe l'année d'après, une somme. Mais vous gardez la responsabilité des personnes que vous accueillez. Qu'est-ce qu'on fait avec le pluvial? Qu'est-ce qu'on fait avec l'assainissement collectif? Qu'est-ce qu'on fait avec les équipements? Une moindre trace de vie collective? Qu'est-ce qu'on fait avec les chaussées? Donc vous avez compris, c'est ce qu'on appelle la spirale de l'endettement. Et l'exemple le plus illustre, malheureusement, pour du coup illustrer cette analyse, qui est irrécusable, irréfutable. Le pluvial à Séillon est estimé à 2 millions d'euros. Surtout, bien sûr, vous l'avez compris, sur la zone campagne, la partie nord, côté colline de la commune. 2 millions d'euros. Ça, c'est le fruit de la politique d'aménagement de Eugène Berton. 2 millions d'euros, pas le moindre centime n'a été engagé. Je termine cet argumentaire sur une idée simple, là aussi, qui est un danger. On est dans le chapitre danger. Ces options d'aménagement mettaient à mal le budget et mettaient à mal le foncier, le sol. Si on rajoute à ça des documents d'urbanisme éminents, tels que le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de la Provence verte, qui identifie, qui souligne notre commune comme étant je le cite, une commune cité dortoir avec un manque cruel d'équipement. Ça veut dire quoi concrètement quand on fait de la politique de coulisses et quand on veut le partager avec les citoyens pour garder nos valeurs? Ça veut dire que, à l'avènement probable, à l'arrivée probable, un jour, de la communauté d'agglomération, une entité administrative plus grande ou une autre encore, je pense au Pays d'Aix, vous verrez qu'une entité administrative en tout cas plus grande. Pour commencer, la communauté Brignoles-Saint-Maximin. Cette communauté trouvera les fonds. Ne vous inquiétez pas, les 2 millions d'euros, ils les trouveront. Et sur le fondement du SCOT, et ce n'est pas de leur faute, et ce n'est pas ce que je suis en train de dire, eux, ils identifient un village. Qu'est-ce que vous avez fait? Du développement économique, zéro. Du paysage, zéro. Du tourisme, zéro. Vous avez fait de l'étalement urbain? Bon, ben donc, on va accentuer ce que vous avez fait. C'est ça le vrai risque. La disparition de la commune était programmée jusqu'à ce degré ultime. Ça m'écoeure.